Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Qui est bon pour un bourgeois et bon pour un russe au travail, Opel Diploma et GAZ 23. Il semblerait que la combinaison Opel et V8 soit aussi harmonieuse que Tesla et HBO. Cependant, au milieu des années 60, le monde était tout à fait différent, et différent du nôtre pour le meilleur. Au début de l'année 1964, Opel lance une nouvelle gamme de véhicules phares sous les noms d'Admiral, Capitan et Diploma. Sous le capot de la troisième grande berline allemande, fabriquée dans un style pseudo-américain, à l'exception d'une paire de 6 cylindres en ligne d'un volume de 2,6 à 2,8 litres, réel pour l'Admiral et la Capitan, on pouvait trouver un véritable moteur V8. Chevrolet Type 327 d'un volume de 5,4 litres et d'une puissance de 227 chevaux. À ce stade, l'expression « toute voiture devient un jour une Opel » prend un tout autre sens, n'est-ce pas? Dans la deuxième génération, introduite au printemps 1969, la carrosserie avait le look typique des berlines GM, et sous le capot se trouvait le même Chevrolet 327 V8 associé à une transmission automatique turbo-hydramatique à 3 vitesses. V8 Chevrolet 327, associé à une boîte de vitesse automatique turbo-hydramatique à 3 rapports. Les rudiments du Sénateur, pour les standards des années 70, l'intérieur du Diploma B était très moderne, les Allemands ont continué à produire des diplomates jusqu'en 1977, mais la demande pour ce modèle diminuait régulièrement d'année en année et, en 1979, il a été remplacé par un tout nouveau modèle, représentant des autorités, le Senator. Et il n'avait plus de V8, du moins parce qu'après la crise de l'énergie, même le 6 cylindres en ligne de 3 litres était considéré comme un moteur gros et vorace. L'URSS avait sa propre fierté et sa propre raison d'être, car un V8 sous le capot de la 21e était une surprise encore plus grande qu'un moteur similaire dans les entrailles d'une Opel. Et si la Diploma était destinée à un usage purement privé, la 23e devait travailler dans les services spéciaux de l'URSS et n'était en aucun cas destinée à la vente. C'est ce qui était prévu. Extérieurement, la Volga équipée d'un V8 ne différait en rien de la 21e voiture ordinaire. La carrosserie de la voiture a été sérieusement renforcée, et le masque d'origine du radiateur a été installé, ce qui a permis d'y installer la piste de refroidissement de la GAZ 13. Certes, la Volga était équipée d'un moteur, Tchaikovsky, mais le ZMZ 23 présentait encore des différences par rapport au ZMZ 13, pur. Le puissant moteur de 5,5 litres développant 195 chevaux permettait à la Volga d'atteindre 100 km/h en 16 secondes seulement, contre 38. Pour la GAZ 21, même si le 8 réalisait son couple considérable à l'aide d'une boîte de vitesse automatique. Le Sleeper, Show, Chevrolet Impala SS la berline de 5 mètres à traction avant Chevrolet Impala du milieu des années 1990. Et ni poisson ni chair, c'est-à-dire quelque chose entre la Nissan Teana et la Volga CB. Il est difficile d'imaginer une voiture plus anonyme qui imite le paysage des États d'Amérique du Nord aussi facilement qu'un hamburger à l'intérieur d'un McDonald's. L'Amérique a un étage. Cette génération d'Impala ressemblait à la berline américaine moyenne de la maison des poids et mesure l'intérieur. Pouvait être soit rien avec du bois. Dans la version littéraire de la SS, le capot abritait un véritable V8, le même petit bloc de la famille LS, que l'on retrouve non seulement sur des centaines de milliers de SUV et de pick-up pour redneck, mais aussi sur des voitures de sport brutales comme la Chevrolet Camaro et la Corvette. Afin de le placer sous le capot de manière transversale, et comment faire autrement sur une traction avant? Le moteur a été quelque peu déshabillé, en fabriquant ses propres points de fixation, un collecteur d'admission de petite taille. Et limitant la puissance, un nez de vilebrequin raccourci, et des poulies et un capot avant réduit. Bref, tout a été fait pour que la voiture soit, sinon tape à l'œil, du moins rapide. De l'extérieur, la voiture est pratiquement inchangée. Mais c'est là tout l'intérêt de la version SS. À l'intérieur, il est facile de reconnaître la Lettered Sleeper, grâce aux lettres SS sur le volant hélas, l'Impala chauffé ne
volait pas à cause de la boîte automatique à 4 rapports GM4T65 dépassée, et avec l'admission, serrée, la puissance du moteur était limitée au niveau de 303 chevaux. On peut toutefois contester les piètres propriétés aérodynamiques de la berline, une berline pesant 1,7 tonnes pouvait accélérer à 60 000 par heure en 5,6 secondes, puis atteindre plus de 150 000 par heure. Le Japon nous aide, Ford Toru SHO et Volvo S80 XC90 dans la première partie, nous avons rappelé que le japonais Yamaha développait des moteurs V8 pour les Américains et les Suédois. C'est effectivement le cas, et la coopération entre Yamaha et Ford a débuté il y a une trentaine d'années, lorsque les Japonais ont créé un moteur V6, SHO, à 4 soupapes pour les deux premières générations de la version sportive Toru SHO, en utilisant comme billette, un moteur Vulcan conventionnel à arbre inférieur. Pour la troisième génération de SHO, qui se traduit ingénieusement par Super High Output, c'est-à-dire super au rendement, un simple si, en V ne semblait pas suffisant aux Américains, et ils ont décidé de le charger avec un moteur V8, comme l'avaient fait leurs collègues allemands avec leur Wolverine 5, et ce sont les mêmes ingénieurs de Yamaha, qui ont terminé là. Vulcan, qui ont dû créer un tel moteur. D'après le schéma, le moteur devait être placé transversalement, ce qui imposait au bloc une limitation de l'angle de carrossage. Au lieu des 90 degrés traditionnels pour les V8, les Japonais ont opté pour un angle de 60 degrés. Pour équilibrer le mauvais moteur, un arbre d'équilibrage a été prévu dans le carrossage du bloc. Et ce n'était pas sans rappeler la base de Ford, la distance intercylindrique et la géométrie d'un cylindre, diamètre d'un cylindre. Et course d'un piston, 82,4 x 79,5 mm, et le Yamaha V8 ne coïncidait pas pour rien avec le moteur Ford Duratec V6 de Zandlt, Angst 5, à cause duquel l'ajout d'une paire de cylindres exactement sur un tiers augmente le volume jusqu'à 3392 cubes. Les différences sont ensuite apparues, les Japonais ont installé des culasses à 2 arbres avec 4 soupapes par cylindre, et ont également appliqué leur savoir-faire à un système de clapet, qui ferme la moitié de la section des canaux d'admission à des vitesses inférieures à 4300 tours minute. Avant de se retrouver sous le capot des Tara, le moteur a fait le tour du monde, car les blocs cylindres ont été coulés dans l'usine Ford en Angleterre, avant d'être envoyés au Japon, d'où les unités finies ont été expédiées vers l'océan. La puissance du moteur n'était pas le plus exceptionnel, seulement 235 chevaux, qui, par exemple, facilement donne à l'opposition 4 cylindres Subaru Impreza WRX. Mais ne comparons pas le chaud et le mou, tout d'abord, pour le moteur V8 et la poussée prioritaire, mais pas la puissance maximale. Et deuxièmement, trop, surcharge, 8 pourrait tout simplement déchirer, automatique. La deuxième variante du V8 de Yamaha a une histoire similaire. Il fallait aussi des voitures avec un emplacement transversal du moteur, et il a été décidé de placer le 8 spécifiquement pour le marché américain. Et si les Suédois avaient une belle voiture Volvo S80, ainsi qu'un crossover XC90, le V8 n'existait pas pour eux. D'ailleurs, dans le vieux continent, on ne pouvait tout simplement pas compter sur un tel moteur sous le capot de ces voitures. On se contentait de moteurs à 6 cylindres. Mais dès que Ford a racheté Volvo, tout a changé, déjà sur les sentiers battus, les Suédois se sont inclinés presque cérémonieusement devant Yamaha. L'objectif principal de Volvo était de disposer de 8 cylindres dans le compartiment moteur, qui s'insérerait entre les longerons. Et n'affecterait pas la sécurité en cas d'impact frontal. Les Japonais se sont inspirés du moteur V8 3.4 qu'ils ont conçu pour la Ford Toru. D'où le cambrage de 60 degrés du bloc, que nous connaissons déjà, ainsi que l'arbre d'équilibrage entre ses moitiés. En outre, ils ont conservé des paramètres aussi importants que l'espacement des cylindres, la hauteur du bloc, la course des pistons et les diamètres des tourillons du vilebrequin. La seule différence est que l'alésage des cylindres a été porté à 94 mm, ce qui donne une cylindrée de 4,4 litres. L'objectif étant de créer le moteur le plus compact possible, les Japonais ont même modifié le système d'entraînement de la distribution. La chaîne n'entraînait que les arbres à cames internes, tandis que les arbres à cames externes, échappement, étaient entraînés par ces derniers. Il n'y avait même pas de support de fixation, toutes les pièces étaient fixées directement au bloc. Ce ne sont pas tant les Suédois que les Chinois qui ont refusé ce moteur V8 inhabituel, après la vente de Volvo au holding chinois Geely, la transition vers des moteurs turbo à 4 cylindres unifiés a été annoncée.
Lancia n'est pas contre Ferrari, la Lancia Thema 8.32. À l'époque, nous vous avions parlé de Alfa Romeo 164. Cette voiture était le fruit d'une coopération interentreprisée, outre Alfa. 4 voitures sont apparues sur une même plateforme à traction avant, Alfa Romeo 164, Fiat Croma, Lancia Thema et SAP 9000. Il suffit d'observer attentivement les contours de la carrosserie de ces 3 dernières voitures et la forme des ouvertures de portes, pour comprendre leur parente. Et si le « prolétaire » Fiat a été flat par la parente avec Alfa et SAP, la marque de luxe Lancia, autrefois prestigieuse, n'avait guère besoin d'un tel parent pauvre. Et pour que les acheteurs comprennent pourquoi Lancia doit payer nettement plus que la Croma, les Italiens ont décidé de mettre sous le capot un V8, et pas n'importe lequel, mais celui de Ferrari. Et quoi, marché pour marché, profitant du fait que Ferrari faisait à l'époque partie du même groupe Fiat, ainsi que Fiat avec Lancia. Les Italiens pouvaient se le permettre à la fois pour des raisons techniques et idéologiques. Le résultat a été baptisé simplement et avec Google Thema 8.32. Le thème numérique du nom Thema, pardonnez le jeu de mots, s'explique simplement, 8 cylindres en bas et 32 soupapes en haut. Le moteur compact de 3 litres est emprunte à la Ferrari 308 4x à moteur central, mais il est en fait plus raffiné. En termes d'agencement, ce moteur s'intégrait parfaitement dans la partie avant de la Thema, bien qu'il ait vécu auparavant dans un endroit complètement différent, et encore une fois, dans le thème. Mais le vilebrequin, propriétaire, de Ferrari, avec ses tourillons dans un seul plan, a été remplacé par un angle plus traditionnel. De 90 degrés entre les tourillons. Le moteur est ainsi mieux équilibré et subit moins de torsion. Le moteur a également été rendu plus tractif grâce à un système d'admission et d'échappement à double papillon de sa propre conception. Un peu plus d'Italie avec le préfixe « Super Sport », les moteurs étaient assemblés, bien sûr, non pas à Turin ni même à Maranello, mais à Bologne, à l'usine Ducati. Malgré toutes les deux fortifications, le V8 ne s'avère pas si faible, produisant 215 chevaux. Il pouvait tourner jusqu'à 7500 tours, ce qui était facilité par une mécanique à 5 vitesses et il n'y avait pas d'autre boîte proposée. La 8.32 atmosphérique met 6,8 secondes pour parcourir 100 mètres départ-arrêt, soit à peine plus que la même Thema, mais en version 2.0 e-turbo 16V, 7,2 secondes, ce qui laisse ouverte la question, turbo versus Atemo, en termes de vitesse de pointe, respectivement 240 et 230 km/h. Quoi qu'il en soit, la 8.32 était plus cool que n'importe quelle autre modification de la Thema pour une raison simple, l'inscription Lancia by Ferrari, sur la bande écarlate du capot moteur. Un moteur provenant d'une vraie Ferrari, d'ailleurs. Et cela vaut beaucoup d'argent. Et cela en valait la peine, pour l'une d'entre elles, il a fallu renoncer à 3 versions, végétales. PS. Je ne voudrais pas résumer sur une note triste, mais en tant que vrai passionné d'essence, nous devons admettre que nous ne verrons probablement jamais un tel déchaînement de la pensée à 8 cylindres. En conclusion, les voitures à moteur V8 que nous avons explorées aujourd'hui montrent à quel point l'innovation et la créativité peuvent transformer des modèles inattendus en véritables géants du cardio. Que ce soit dans le domaine des berlines, des SUV ou même des véhicules utilitaires, ces puissantes machines continuent de fasciner les passionnés d'automobile. Restez à l'affût, car le monde de l'automobile ne cesse d'évoluer, et qui sait quelles autres surprises nous réserve l'avenir. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure, et à bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.